faites la transition avec la partie suivante, je vous adore. Donc, ok, on a posé les bases là, on a posé nos éléments de contexte, on a posé nos éléments de compréhension. Allez, on va vers des pistes de solutions, on va vers des outils, on va vers des choses. Là maintenant, j'aimerais vous entendre sur comment je fais pour répondre justement à ces enjeux-là. Il est vertigineux, là, ce que vous venez de nous expliquer, c'est assez vertigineux et c'est en même temps très excitant de se dire, là, il y a moyen de faire quelque chose. Et du coup, je voulais, Karl Guénier, je voulais vous entendre ouvrir cette deuxième partie. Comment vous définiriez, vous, le principal défi à relever pour que les acteurs privés, les collectivités réussissent à prendre ce tournant-là, réussissent à saisir cette opportunité qu'on a là aujourd'hui devant nous? Bon, c'est une grande question, hein, c'est une grande question. Je ne vais pas apporter des réponses toutes faites et puis notamment aux acteurs privés qui ont une grande connaissance du terrain, etc. Et en tout cas, pour faire la transition par rapport à ce qu'il vient de dire, peut-être que l'emploi agricole diminue, effectivement, mais par contre, il y a quand même des effets multiplicateurs. Hein. Pour un emploi agricole dans un territoire, c'est trois emplois en tout. Hein. Donc, ça va la transformation, le commerce, etc. Donc, il y a un effet multiplicateur qui est loin d'être négligeable. Hein. Donc, ça, on a calculé des effets multiplicateurs. Certes, dans l'agriculture, il est plus faible que dans d'autres secteurs, mais il est loin d'être négligeable. Hein. Un facteur 3, c'est pas rien. Et donc, du coup, le développement de filières agricoles dans le territoire, bon, bah, c'est pas facile. Hein, c'est pas quelque chose qui se décrète comme ça du jour au lendemain. Il y a effectivement les avantages naturels. Hein, les terres qui sont fertiles, donc on va faire des céréales. Les terres moins fertiles, on va faire moins de choses. On va faire pousser des vignes. Il y avait des endroits où on ne savait pas écouler le lait, donc on s'est mis à faire du fromage. Et puis d'un seul coup, le fromage était devenu une chose à la mode. Et là, du coup, la demande de fromage de qualité a explosé. Donc, enfin bref, c'est pas simple à mettre en place. Et pourquoi? Parce qu'il y a les avantages. La nature joue un rôle moins important. Les technologies jouent un rôle de plus important. Vous voyez, par exemple, les tomates, on peut en faire. Le Finistère produit plus de tomates que le Gard. Donc, même si le Gard a un avantage naturel sur le. Voilà, c'est comme ça. Et puis, effectivement, après, il y a des mécanismes qui datent, hein, qui ont été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, où il y a de plus en plus de spécialisation, ce qu'on a raconté, il y a des gains à la spécialisation, il y a des gains même à la concentration géographique. Hein, la productivité augmente, hein, des filières avec la concentration géographique. Enfin bref, donc du coup, ce qui est important derrière ça, c'est finalement que les technologies jouent un rôle plus important, comme il y a des gains à la concentration géographique, finalement, les filières peuvent émerger n'importe où. Voilà, ça c'est quelque chose de très difficile à anticiper. Pourquoi il y a de la volaille dans le Morbihan? Eh ben, faut lire les historiens. C'est apparu comme ça. C'est un jour parce que quelqu'un qui faisait des pommes de terre dans le Morbihan est parti faire un voyage d'études dans le nord de la France. Il a vu des producteurs de volailles. Il est revenu. Il a fait la même chose. Et puis il s'est enrichi, du coup il a pris une petite voiture et il s'est mis à avoir une grosse voiture, une Mercedes. Ses voisins ont vu que finalement ça avait l'air de marcher. Petit à petit, les autres sont mis à faire de la volaille, voyant que ça marchait. Voilà. C'est comme ça qu'est née la filière volaille dans le Morbihan. Pourquoi le comté a bien marché dans le Jura, alors qu'en même temps, il y a eu la filière Cantal dans le fromage, et puis ça n'a pas bien marché. Donc derrière aussi, parce qu'il y a des gens aussi derrière, il y a des gens qui ont du leadership et donc qui vont être capables de mobiliser des gens pour que des projets se développent. Donc ça, c'est pas simple pour les collectivités. Il y a une part de hasard, et donc du coup, une fois que les mécanismes sont mis en place, c'est dur d'aller contre ça. Donc, un des enjeux pour les collectivités locales, c'est de mettre des conditions, moi je pense, hein, mais c'est de mettre les conditions, faire en sorte que les collectivités locales mettent en place des bonnes conditions pour qu'ils puissent émerger les projets. Donc, ça passe par différents leviers, favoriser par exemple ce qu'a dit Thomas, l'entrepreneuriat. Voilà. Pourquoi on ne favorise pas l'entrepreneuriat? On le fait dans les hautes technologies. Pourquoi on ne le fait pas pour l'entrepreneuriat sur des filières agricoles? On le fait un peu en Bretagne, c'est-à-dire on commence à mettre des incubateurs d'entreprises dans des projets autour de produits de filières agricoles.
Donc, et après, il y a plein d'autres façons d'aider, hein. Il y a la mise en place aussi de la mutualisation de moyens. Dans certaines parties du territoire, on a mutualisé la recherche et le développement, voilà, autour de la betterave. Voilà, il y avait beaucoup d'agriculteurs autour de la betterave. Et ils ont mutualisé les centres de recherche, de recherche et de développement. Donc ça, c'est des actions possibles. En fait, l'idée, c'est de mettre en place les conditions de la réussite de développement. Si quelqu'un arrive avec un projet, eh ben, il faut qu'il s'assure qu'il ait les conditions, l'environnement soit favorable à la réussite de son projet. L'autre point important, je pense aussi, qu'opportunité, ce que je disais tout à l'heure, c'est la loi Egalim. Donc, la loi Egalim, qu'est-ce qu'elle dit? C'est 50% de produits de qualité. Et donc là, au début, on parlait de local. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le vocabulaire, ça a beaucoup changé. Au début, 50% de produits locaux et de qualité, puis à la fin, c'est devenu 50% de produits de qualité. Donc, produits de qualité, c'est quoi? Donc, ça, c'est tout ce qui est AOC, les AOP, donc tout ce qui est appellation d'origine, les IGP, indication géographique protégée, et puis HVE, donc le label à haute valeur environnementale. Voilà. Qui fait polémique. Bon. Mais là, il y a des critères assez précis, et c'est également 20% de bio, d'accord, dans la contrainte pour les cantines. 50% de produits de qualité et 20% de bio. Et ben ça peut être une opportunité pour les collectivités locales. Alors, pas le coût d'un repas d'une cantine, hein, ben, les collectivités locales savent mieux que moi, mais c'est entre 7 et 9 euros. Et dans ces 7 9 euros, il y a de 1 à 2 euros qui va de l'acquisition de produits agricoles et alimentaires. Et ben, vous avez 7 millions d'enfants qui vont à la cantine scolaire. En fait, 7 millions fois 1 à 2 euros fois le nombre de jours, c'est un sacré marché. D'accord? Et donc, du coup, aujourd'hui, les agriculteurs, est-ce qu'ils ont moyen de répondre à ce cahier des charges 50% de produits de qualité, donc avec les labels AOC, AOP et 20% de bio? Non. D'accord? Et donc, du coup, peut-être un des rôles importants de côté local, c'est d'accompagner une sorte cette transition vers des produits à plus forte valeur ajoutée pour nourrir nos enfants. Justement, Thomas Binet, je voulais vous faire réagir aussi là-dessus. On a compris, hein, Monsieur Guénier, la nécessité pour les collectivités, un des leviers possibles, ça va être de favoriser le développement, de favoriser l'installation. Est-ce que ça aussi, ça passe par un changement de mentalité? C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce qu'on considère l'agriculture et l'alimentation comme un secteur économique à part entière qui doit être, à ce titre, accompagné, aidé et justement, si je fais un parallèle régional, on va dire, on n'a aucun problème à considérer la filière aéronautique, par exemple, ou une filière industrielle. Et on a l'impression qu'on considère la filière agricole et alimentaire comme quelque chose d'à part, comme quelque chose d'à côté. Ça véhicule pas la même image, il n'y a pas la même charge. C'est quelque chose que vous ressentez, vous, à travers vos études? Ouais, en fait, j'étais en train de me noter quelques idées. Je trouve qu'en effet, ce sujet de l'alimentation, qui éveille l'intérêt de tous, en fait, il est traité assez différemment, de façon assez contrastée. Je vais distinguer, je pense, les collectivités rurales et les collectivités urbaines. Sans faire de généralité, enfin, sans essayer de faire de généralité. Je dirais qu'il y a pas mal de collectivités rurales et des territoires ruraux qui se désintéressent de l'agriculture parce que c'est pas, en tout cas, elles se sont désintéressées de leur agriculture en pensant que c'est pas tendance. Sexy, c'est peut-être pas sexy, les agriculteurs sont pénibles, voilà, et puis ça roule en fait, ça roule ou ça roulera, et en fait c'est pas le sujet des collectivités. Moi je voudrais vraiment insister sur le fait que les collectivités rurales ont un rôle majeur à jouer dans le maintien du tissu agricole sur ces territoires ruraux, qu'il soit en circuit court mais aussi en circuit long. Et pour ça il y a des leviers majeurs. Et enfin, le sujet, alors les collectivités urbaines, elles, ont eu un changement de mentalité assez majeur aussi, puisque elles se passionnent désormais pour leur résilience alimentaire, pour le sujet de l'agriculture urbaine, et en oubliant souvent cette notion de relocalisation du territoire de dépendance alimentaire qui pourrait être le leur si elles élargissaient un peu et elles cherchaient à relocaliser. Et donc il y a un changement de mentalité, mais qui est différent. C'est-à-dire qu'on a vraiment
une dynamique rurale qui doit être repensée autour de l'agriculture parce que le secteur agricole est un levier majeur du développement économique. Quand je dis développement, c'est juste aussi de freiner le déclin de certains des territoires parce que beaucoup de collectifs, en fait, c'est assez tabou de parler du déclin territorial en France. On parle de diagonale du vide, mais sans vouloir vraiment trop l'évoquer. Alors qu'en fait, il y a un vrai déclin, il y a un vrai, il y a une vraie récession sur beaucoup de territoires qui est passé sous silence, voilà, qui est aujourd'hui tabou. Et aujourd'hui, les collectivités n'ont dans leurs mains que les outils, c'est les mêmes outils, en gros, pour une métropole ultra dynamique qui construit dans tous les sens, ou pour un territoire en déclin. Donc, on va mobiliser, on va chercher à mettre des ZAC, on va être en compétition avec les autres territoires d'à côté, on va chercher à mettre des trucs sexy, on va accueillir des entreprises aéronautiques, on va chercher à vouloir avoir aussi notre part dans la high-tech, dans les incubateurs numériques, etc. Mais il y a aussi un tissu agricole, tissu rural, qui peut être favorisé, et pays et quartiers d'Aquitaine, de Nouvelle-Aquitaine travaillent beaucoup sur ces sujets-là à travers les dynamiques leaders, le réseau rural. Il y a une organisation à réorganiser, à repenser pour ces territoires ruraux. Et sur les territoires urbains, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Parfait. Bruno Parmentier, vous souhaitiez intervenir. Rallumez bien votre micro. Non, toujours pas. Voilà, super. Voilà. Bon, alors d'abord, il y a un effet d'optique en disant qu'il n'y a pas d'intérêt économique. L'agriculture est de très loin le secteur le plus aidé par les pouvoirs publics, sauf que on l'a transmis à l'Europe. C'est même quasiment la seule politique européenne. Enfin, c'est le tiers du budget européen quand même, hein. Donc en fait, l'agriculture, c'est pensé d'entrée de jeu dans les années 50-60 comme une activité essentielle qui doit être soutenue par les pouvoirs publics. Mais alors, on ne le voit pas dans les collectivités locales parce que ça arrive de l'Europe, etc. Mais néanmoins, on peut maintenant se dire les collectivités s'y intéressent. Alors, il y a le premier truc, c'est est-ce qu'on aura encore des terres? Alors là, c'est directement les collectivités. Et ce mouvement des terres agricoles, bien sûr, ce mouvement risque de s'accentuer après le traumatisme du confinement, hein, du temps de Sarkozy, être riche, c'est d'avoir une Rolex. Maintenant, être riche, c'est de s'installer à la campagne avec 1 hectare. Bon, mais attendez, 1 hectare pour une famille de gelée pour les terres agricoles, c'est dément. On gèle un département agricole tous les 7 ans. Donc là, il y a quand même un premier truc, c'est est-ce qu'on garde des terres pour l'agriculture? Deuxièmement, est-ce qu'on garde des hommes pour l'agriculture? On a vu le renouvellement. Mais dans ce choix du renouvellement, il y a un choix énorme aux multiples conséquences. Qu'est-ce qu'on produit? Comment on produit? Comment on réchauffe la planète? Comment on se diversifie? Comment on va vers l'autonomie? Comment on va vers des signes de qualité? Et ça, c'est quand même directement les collectivités locales. Et puis, il y a 2 actions sur lesquelles elles sont en première ligne. C'est l'approvisionnement des cantines, enfin des cantines scolaires, pas des cantines d'entreprise, mais enfin bon, c'est quand même pas rien, hein. C'est 1 milliard de repas par an, les cantines scolaires. Donc quand même, c'est pas rien en France. Et deuxièmement, enfin, il disait à peu près 6 millions de gamins qui mangeaient à la cantine hors confinement, mais c'est pas rien, hein. Bon. Et puis, on n'en a pas parlé, mais l'approvisionnement des marges. Et là, on l'a vu avec le Covid, la demande de secours alimentaire a complètement explosé parce que le travail honoraire, les petits boulots, les trucs, les étudiants, etc. Et donc, les files s'allongent devant les restaurants du cœur et autres distributions alimentaires. Or, l'approvisionnement de ces systèmes, il vient pour une bonne part du gâchis industriel, du gâchis des restaurants, etc. On ferme les restaurants, on ne peut plus aller chercher le gâchis des restaurants. Et donc, là, les circuits courts sont évidemment importants. On ne peut pas compter sur l'Europe, sur la région, etc. Là, on en est au niveau de la ville. Si on veut que les gens qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants puissent avoir des aliments dans la ville, c'est forcément des actions micro-locales. Et ces actions micro-locales, c'est quand même pas mal avec des circuits courts. Donc là, il y a quand même aussi beaucoup de champs d'action.
On va se faire une micro-pause, messieurs. Le temps, pareil, rebelote, de demander à nos participants à ce webinaire d'ouvrir la colonne des questions et regardez qui vient de nous rejoindre. Colline Babodou, bonjour. Bonjour, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Donc tout à l'heure, on a eu un petit problème de bande passante, c'est pour ça que vous n'avez pas vu Zoé, mais promis, on rétablit ça tout à l'heure. Donc, messieurs, dames, les questions sont ouvertes, Colline les centralise et je la fais intervenir après. Karl Guénier, tout à l'heure, on a l'impression, là, à vous entendre tous, que les collectivités territoriales, elles ont la solution entre leurs mains. Elles ont vraiment autant de marge d'action que ça? Non, faut pas exagérer. Mais effectivement, il y a des leviers d'action. Mais par rapport à ce qui a été dit aussi, ce que je voulais préciser, effectivement, les collectivités rurales se sont un peu désintéressées, en agricole, enfin désintéressées. Il y a eu un intérêt décroissant, on va dire, mais un intérêt quand même, mais décroissant qui s'expliquait aussi par la baisse de l'emploi en France, mais y compris dans les zones rurales. Donc, dans les zones rurales, l'emploi agricole représentait des fois au plus 20%. Voilà, 20%. En même temps, il y a la petite agricole qui est énorme avec ces milliards-là qui gèrent l'agriculture. Et puis, en France, les petites locales, finalement, ont très peu d'autonomie. Enfin, le potentiel de levier d'action d'une petite locale en France, elle est très faible. C'est incomparable avec d'autres pays comme l'Allemagne, comme le Canada, les États-Unis, où l'impôt locaux est important, une grande partie des recettes locales, où ils peuvent l'autonomie dans les dépenses des collectivités locales ou à l'étranger, elle est beaucoup plus forte qu'en France. En France, c'est vraiment particularité, hein, c'est un pays vraiment très centralisé. On en parle beaucoup dans l'actualité, mais c'est vrai, c'est l'autonomie des collectivités, elle est très très faible. Et donc du coup, si elle veut vraiment se rapproprier un peu plus ces questions-là qui sont importantes, d'un côté production, donc l'agriculture, et côté alimentation, ça passe effectivement par des moyens qui sont beaucoup plus importants. Là, je vais faire appel à votre. N'hésitez pas, messieurs, dames, à poser des questions tant qu'on continue à discuter. Karl, je fais appel à votre expérience outre-Atlantique. On se pose le même type de questions au Canada, par exemple? Partout. Partout. Partout, enfin les grandes villes, enfin il y a eu un glissement très fort hein, qu'on a en France, mais où vraiment on passait une petite agriculture, une petite alimentation. Et ça, et on voit des villes comme New York, des villes comme Vancouver au Canada, Ottawa, etc., des politiques très fortes volontaires pour localiser les productions, pour nourrir, pour mieux nourrir ces grandes métropoles. Sauf qu'ils ont beaucoup plus de moyens et qui peuvent aller très, très, très loin. La ville de San Francisco, par exemple, est souvent en procès avec McDonald's. Pourquoi? Parce que la ville de San Francisco est capable de dire à McDonald's, j'interdis qu'ils mettent des menus, avec les menus enfants, j'interdis de mettre des jouets. Voilà. Donc, ils ont une capacité d'intervention qui est beaucoup, beaucoup plus forte sur le plan juridique et sur les moyens financiers. Donc, vous baladez à New York, hein, les pommes de New York, là, enfin, plein de marchés, il y a de plus en plus de marchés. Je pourrais vous montrer une carte, je ne l'ai pas avec moi, mais une carte des marchés, des filières courtes aux États-Unis. C'est très, très corrélé avec la présence des grandes villes, quoi. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est en train d'apparaître et qui est urbain, vraiment urbain, de gens plutôt aisés, diplômés, un revenu important, qui ont un consentement à payer qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. Colline, est-ce qu'on a quelques questions qui tombent ou est-ce que vous avez quelques questions à poser à nos trois intervenants? D'abord, il y en a une qui est assez intéressante, qui est sur les PAT, les projets alimentaires de territoire, puisqu'ils permettent de remettre en question les systèmes agricoles, de leur manière de s'organiser, notamment pour permettre aux citoyens de reprendre aussi en main cette agriculture et leur politique agricole et alimentaire. Du coup, la question, c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Messieurs, qui se sent de répondre? Thomas? Ouais, alors, les PAT sont des excellents outils pour démarrer une stratégie territoriale, la mise en place d'un partenariat et moi, je crois beaucoup à cette dynamique-là et je trouve qu'elle est très intéressante pour asseoir des gens autour de la table et se fixer des objectifs clairs.
Quand on disait tout à l'heure que l'agriculture, c'est un sujet européen, c'est vrai. Et pour autant, les collectivités, dans une dynamique de centralisation, on leur a dit, laissez tomber l'agriculture, c'est nous, vous en occupez pas. Maintenant, on décentralise, enfin en tout cas on décentralise pas forcément, on remet des responsabilités, on remet des compétences dans les intercos et les collectivités en disant bon ben finalement c'est vous qui allez gérer ça. Et en plus, le sujet de l'alimentation et de l'agriculture, lui devient un sujet territorial, local. Voilà. Et donc les PAT permettent d'articuler ce sujet-là d'agriculture et d'alimentation. Et en fait, il permet aussi d'activer des leviers, et c'est là-dessus que je voulais en venir sur des choses très concrètes sur comment favoriser l'agriculture ou l'approvisionnement local en agriculture dans ma collectivité. C'est pas uniquement le fait, donc il y a un sujet du foncier, clairement, le foncier c'est central sur ces sujets-là, mais c'est pas juste en attendant le candidat à l'installation en agriculture. Voilà, ça n'arrivera pas comme ça. C'est compliqué aujourd'hui de recruter des candidats qui s'installent en agriculture pour approvisionner les marchés locaux. Donc, pour autant, on peut travailler soit sur l'amont, c'est-à-dire sur la formation, sur l'accueil, l'incubation de projets en lien avec l'agriculture, et notamment on voit fleurir un peu partout des espaces tests agricoles, qui sont ces pépinières pour les porteurs de projets en agriculture, aujourd'hui réservés à du maraîchage diversifié, aujourd'hui réservé à vraiment des circuits courts. Donc, on a des profils types, des prototypes, en gros, qui ont sur 1 hectare et demi, 1000 mètres carrés de serre, etc., qui font du maraîchage diversifié, qui travaillent essentiellement sous forme de panier. Moi, je pense qu'il y a une autre forme d'espace test à inventer, qui sont plus des espaces tests en lien avec les circulants. On a travaillé sur une nouvelle forme d'espace test en Lot-et-Garonne, qui est encore dans les tuyaux, et qui serait financé par des industries agroalimentaires, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire pour que les industries agroalimentaires sécurisent leur approvisionnement locaux avec des partenariats avec des agriculteurs. Sans tomber dans un modèle intégratif des grandes coopératives qu'on connaît et largement décrié, mais pour rentrer dans une dynamique de chaîne de valeur, de partage de la valeur et du sens. Et donc, aller sur ces recrutements, ces espaces tests agricoles, c'est un levier qui est possible pour les collectivités. Ça, c'est l'amont. Et pour l'aval, il y a énormément de choses à faire sans toucher forcément au champ et à la production agricole. Je pense à des hubs logistiques, le fait de pouvoir collecter différentes matières agricoles, différents produits, pour pouvoir les mettre ensemble avant de les expédier à la métropole du coin, ça a du sens. Ça, c'est facile. Ça facilite la vie. Ça permet d'organiser mieux des circuits courts. Et parfois, on peut même. C'est pas l'idée de rentrer sur circuit court ou circuit long. C'est comment créer plus de valeur pour les agriculteurs qui puissent gagner un revenu décent et qui puissent vivre de leur activité et s'engager là-dessus. Donc, hub logistique, appui au conditionnement, financement d'outils de transformation, mais modulaires, plus petits. Il y a des choses qui existent maintenant. Il y a des containers qu'on amène chez les agriculteurs pour faire des yaourts, nés d'une seule ferme, la mémère, tous ces projets-là qui ont du sens. Il faut chercher à les développer et développer ce tissu post-récolte, ce tissu un peu de transformation locale, de commercialisation, de conditionnement, des abattoirs mobiles. Tout ça fait du sens et les collectivités peuvent jouer un rôle majeur dans ce développement-là. Je vous interromps. Bruno, je vous voyais opiner du chef tout à l'heure dans ce que disait Thomas Binet. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter à la question de Colline ? Oui, enfin, j'ai oublié de donner un autre facteur de production sur lequel les collectivités locales sont très importantes, c'est l'eau. Avec le réchauffement de la planète, on aura moins d'eau d'été et plus d'eau l'hiver. Les conflits autour de l'eau vont être très importants et l'agriculture est forcément complètement au centre de ça. Et donc, les collectivités ont bien raison de s'intéresser à l'alimentation et l'agriculture, ça touche tout. Ça touche l'espace, ça touche l'eau, ça touche l'emploi, ça touche la santé, ça touche la solidarité sociale. Quelque part, par exemple, quand je fais des interventions dans les lycées, je dis la cantine est le lieu le plus éducatif du lycée. C'est là qu'on y apprend le gâchis, la santé, la solidarité locale, etc. Et donc, les collectivités ont quand même beaucoup la main sur tous ces éléments-là.
Alors, ce n'est pas parce que la politique agricole commune, c'est très loin, qu'il n'y a pas au quotidien, finalement, énormément de choses qu'on peut faire en local, si on considère que c'est important. Super. Karl Guénier, vous souhaitiez Oui, réagir? Pour revenir sur les PAT, effectivement, c'est un levier important, mais donc, ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est donc on avait annoncé 500 PAT en France pour 2021-2022, et en fait, on en est très loin aujourd'hui. Ça n'a pas autant pris qu'on avait espéré. Donc, qui peut s'expliquer peut-être aussi par les fonds qui étaient mobilisés pour le PAT, qui étaient relativement faibles au vu des enjeux. Mais c'est un levier. En fait, il n'y a pas un levier à privilégier. Je pense qu'il y a différents leviers. Donc, effectivement, les PAT, c'est un levier. Je pense que la cantine, le 50% de produits de qualité et 20% bio pour 7 millions de repas par jour à la cantine scolaire, c'est très, très, très important, hein. Et puis peut-être l'autre levier aussi qui a été fait dans différentes collectivités locales, c'est la politique de l'eau. Je parle de l'eau, mais rien à voir avec ce qu'a dit Bruno. C'est que effectivement dépolluer l'eau qu'on consomme, l'eau potable, ça coûte cher, hein. Ceux qui sont là peut-être ici connaissent beaucoup mieux que moi le sujet, mais ça coûte cher. Et donc une des raisons des pollutions, donc c'est les pollutions d'origine agricole. Et donc l'idée, c'est de faire changer les pratiques agricoles. Avec les coûts qu'on évite pour dépolluer l'eau, tout cet argent-là, on peut la remettre dans le remettre des contrats avec les agriculteurs pour qu'ils changent leurs pratiques et puis qu'on achète leurs produits. Donc l'exemple type, c'est Lons-le-Saunier qui a mis ça en place. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Lons-le-Saunier, le problème de pollution d'eau a fait changer les pratiques des agriculteurs. Donc ils ont fait des économies sur la dépollution de l'eau. Et en échange, ils ont acheté les produits des agriculteurs qui ont changé leurs pratiques pour les cantines et les cantines de Lons-le-Saunier. Voilà. Donc c'est très bien, c'est un beau modèle, mais par contre c'est difficile à généraliser. À Rennes, on veut faire la même chose. Il y a le projet Terre de Source. Pour ceux qui ont, j'ai un peu de publicité pour la métropole rennaise, mais Terre de Source, c'est à peu près la même idée. Les sources qui sont aperçues que la ville de Rennes ne pourra jamais absorber l'ensemble des productions des agriculteurs qui sont autour de Rennes sur les points de captage. Voilà. Donc c'est des leviers, mais parmi d'autres. Enfin, il y en a plein. Les PAT en est un, mais je pense comme ça a priori c'est pas le plus important. Mais il est important dans sa démarche, une démarche citoyenne, etc. qui est important, où les citoyens se réapproprient cette question de l'alimentation. Je vous interromps. Colline, est-ce que vous avez identifié d'autres questions à nous faire remonter? Oui, alors il y en a eu beaucoup sur justement ces leviers que les collectivités pouvaient soulever. Donc on ne va pas y revenir vu que ça a quand même été pas mal développé et surtout qu'il y aura aussi la prochaine web atelier avec les retours d'expérience, etc., où des exemples pourront être donnés. Mais il y avait une autre question qui était assez intéressante sur la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a une question, donc, c'est pensez-vous qu'une sécurité sociale de l'alimentation basée sur une cotisation avec un cahier des charges bien défini et avec une dotation universelle? Ah, Colline, on vous a perdu. On a perdu Colline. Je prends. Donc, avec un cahier des charges bien défini, une dotation universelle par mois pour chaque citoyen pourrait aider la filière agricole et pourrait lutter contre la précarité et améliorer la santé. Qu'est-ce qu'une sécurité sociale de l'alimentation, messieurs? Thomas Binet. Oui, j'ai vu passer ça. En fait, je pense que ça rejoint aussi un certain nombre de tendances quand on parle de revenus universels, de transition écologique. Enfin, il y a des dynamiques liées, même si là, c'est un peu différent. Il y a cette notion de l'alimentation comme un droit essentiel des citoyens, qu'ils soient urbains ou ruraux, qui paraît essentiel à respecter. Et il y a des attentes concernant les citoyens et les électeurs sur ces sujets d'alimentation et aussi de résilience alimentaire et d'agriculture. Pour lancer ces démarches, moi, je sais pas s'il y a un revenu universel associé à l'alimentation. Enfin, on travaille, nous, sur ces sujets-là de revenu universel ou comment essayer d'organiser
transition, une reprogrammation, une redirection écologique des territoires. Je pense qu'il y a des leviers, et c'était un peu mon propos aussi. Quand je pense qu'il y a deux types de leviers. Il y a le levier qui est plutôt lié à l'innovation sociale, à l'ESS, au fait de travailler sur des budgets participatifs, par exemple, de lancer des dynamiques sur les stratégies des biodéchets. C'est un gisement important, vraiment essentiel. Il y a des économies à faire, des coûts évités pour les collectivités de travailler sur ces biodéchets. Et il peut y avoir des démarches plus d'associations, d'ONG, de collectifs qui peuvent s'organiser. C'est quelque chose d'intéressant. La logistique du dernier kilomètre aussi. Il faut absolument pousser ces projets-là. Et les PAT, notamment, sont dans cette dynamique-là assez pertinent. La sécurité, en gros, c'est comment trouver les leviers pour poser des modèles économiques à ces associations, à ces collectifs-là. C'est primordial parce qu'ils ne peuvent pas être basés que sur des subventions. Donc, il y a cette dynamique-là. Mais il y a aussi une dynamique qui est plus macro, selon moi, plus liée à une forme de solidarité alimentaire entre les territoires. Et je pense que, puisqu'on parle finance, puisqu'on parle qui paye, qui reçoit et qui fait, en gros, moi, je pense qu'il y a une forme de solidarité alimentaire à organiser entre les territoires. OK, maintenant, on est de collectivité à collectivité, de métropole à commune rurale, agricole. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas les choses un peu différemment, hors PAC, hors aspect centralisation? Je pense qu'il y a une forme de rétribution, ou en tout cas de participation des métropoles dépendent de ces territoires. Donc, soit via des projets, donc des formes de contrats de réciprocité territoriale, où en fait, beaucoup ne savent pas très bien ce que c'est et ce qu'on y met dedans. Moi, je pense qu'il y a des sujets liés à la solidarité alimentaire, c'est-à-dire organiser l'alimentation, organiser la notion de solidarité écologique, c'est-à-dire tous ces citadins qui bénéficient des paysages entretenus par des agriculteurs, par des collectivités, le week-end en allant se promener, enfin, un peu moins maintenant, mais quand même, c'est des dépenses qui sont générées par les collectivités rurales. Donc, il y a cette forme de solidarité qui a creusé. La métropole bordelaise, par exemple, a un partenariat avec le parc régional du Médoc, par exemple, pour essayer d'organiser quelque chose avec Val-de-Garonne Agglomération, donc qui est une commune vraiment très productive en maraîchage, qui sont un groupement de communes productives en maraîchage. Donc, il y a ces formes-là à développer. Donc, en travaillant sur les logiques intra-territoriales avec l'innovation de l'ESS, tous ces projets agricoles qui sont fédérateurs, qui sont liés à l'éducation, la sensibilisation et aussi à ces petits projets, mais aussi en termes de filière, les créations d'appui à la logistique pour organiser les flux, repenser les mines. Enfin, voilà, il y a deux niveaux à trouver. Je vous arrête là, Thomas, parce qu'on continue d'avancer. Colline, allez, une dernière question avant qu'on entame notre troisième partie. Il n'y en a pas eu vraiment d'autres. Enfin, il y en a eu une autre sur le commerce équitable, justement, dans les enjeux de relocalisation. Est-ce que c'était, enfin voilà, quelle était sa place? Les organisations de producteurs, le commerce équitable, tout ça, voilà. Quelle place vous y mettez, vous les messieurs? C'est-à-dire, attendez, le bio, le local et l'équitable, même combat. 70% des conversations, 5% du chiffre d'affaires. Voilà, c'est d'abord des phénomènes culturels, c'est pas d'abord des phénomènes économiques. Alors, on peut le voir particulièrement pour le bio, parce que comme il y a un label, on peut compter. Et donc, le bio s'est développé d'une façon absolument considérable. C'est le seul secteur, quasiment que je connaisse, économique, qui a une croissance à 2 chiffres depuis 10 ans. Bon, moyennant quoi, on est passé de 2% à 6% de la consommation et de 2% à 8% des terres. Alors, j'ai envie de dire, il reste quand même encore 94% de la nourriture pas bio. Alors, certains disent, non, mais il n'y a pas de problème, on va continuer indéfiniment, on va arriver à 80%. Bien sûr que non. Les deux pays qui sont les plus fans à bio en Europe, qui sont la Suisse et l'Autriche, ils en sont à 14%. Donc, si on arrive un jour à 20% de bio, ce sera merveilleux, parce que c'est une chose que de manger de temps en temps un peu de bio, et c'est autre chose que de manger que du bio. Et c'est pareil, c'est une chose de dire, il y a des agriculteurs qui se prennent la tête parce qu'ils veulent sauver la planète et eux, ils produisent de façon plus compliquée et souvent moins rentable, et puis de dire 80% de la population fait ça. Alors, pour le local, c'est pareil.
on est en train de dire non seulement faut bio, mais faut local. Alors là, on n'a pas de mesure, mais c'est du même genre. C'est beaucoup de conversations, c'est énormément de colloques, c'est peu de chiffre d'affaires. Et c'est pareil pour l'équitable. Enfin, moi, je bois du café Max Havelaar, je le trouve très sympathique, Max Havelaar, mais enfin, c'est 0,01% du commerce mondial. N'empêche que ça n'est pas rien, parce que c'est 3 items qui nous font penser nos relations aux autres, penser nos relations à la Terre, penser nos relations au climat, penser nos relations à la santé. Et donc, c'est d'abord des phénomènes culturels plus que des phénomènes économiques. Et donc, pour les responsables politiques, c'est forcément un dossier énorme, parce que le dossier culturel, il est très important dans la prochaine élection, quand même. Bon. Et donc, c'est d'abord de la culture. Ok, monsieur Parmentier. Karl. Non, le bio est à part. Hein. Le bio est à part parce que la grande différence par rapport au bio et enfin, le local et puis équitable, il y a des enjeux de santé. Hein. Et là, on sait que le consentement à payer des consommateurs pour des problématiques de santé est loin d'être négligeable. Donc, je pense que le bio, je ne sais pas combien il va quel pourcentage de consommation ça va atteindre, mais ça va pas rester là. Je pense que ça va être en augmentation. Donc c'est pas culturel, c'est bien plus que ça. Et comme on l'observe aussi dans d'autres pays, hein, dans les pays riches, au Canada, aux États-Unis, hein, la consommation organique, comme ils disent, hein, augmente aussi fortement. Colline, on est bon sur ces questions-là, on clôt notre chapitre. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure.